Bonjour à tous et à tous pour cette heure de rencontre intitulée Piège d'histoire avec trois primo-romanciers pris au piège, Karim Katan, Wana Lohan et Alain Mascaro. Bonjour à vous trois. Je vais vous présenter rapidement tous les trois. Karim, je vais commencer par vous. Karim Katan, Le Palais des deux collines, publié chez Elisade, est effectivement votre premier roman, mais vous trichez parce que vous étiez déjà venu à Laval pour un recueil de nouvelles intitulé Préliminaires pour un verger futur. Karim, vous êtes palestinien et c'est en Palestine que retourne Faisal, votre narrateur, à Jebalain, dans son village natal, où il a rendez-vous avec quelques fantômes sur fond de colonisation israélienne. Je n'en dis pas plus pour le moment. Bienvenue, Karim. À vos côtés, Wana Lohan, voilà, vous êtes dessinatrice. On trouve d'ailleurs quelques-uns de vos dessins au début et à la fin de Mars Violet. Mars Violet, publié aux éditions du Chemin de Fer. Vous aussi, vous nous emmenez dans votre pays natal, entre autres, la Roumanie, à Bucarest, en pleine tourmente de l'insurrection du 23 décembre 1989. C'est un livre fragment où vous promenez le lecteur aussi hors de la Roumanie, puisqu'il y est également question d'exil et peut-être d'impossible retour au pays. J'essaie de faire une poésie le matin. Alain Mascaro, bonjour Alain, vous nous faites parcourir le monde avec Avant que le monde ne se ferme, publié chez Autrement. Donc le monde, mais aussi quasiment un demi-siècle de la vie d'Anton Torvat, tresseur de chevaux tziganes de l'entre-deux-guerres aux années 1960. Des steppes de l'Asie aux États-Unis, en passant par l'Europe, confronté à la folie et à la barbarie des hommes, et notamment des camps de concentration, ou comment un homme peut se reconstruire. Alors, piège d'histoire, piège au pluriel. Je me suis bien creusé la tête en préparant la rencontre, en réfléchissant à cet intitulé de table ronde. Et en fait, je me suis dit qu'avec vos livres, on avait peut-être affaire à trois sortes de pièges. Vos personnages qui se retrouvent piégés parfois par leur histoire personnelle ou familiale, et puis en même temps, évidemment piégés par l'histoire avec un grand H, rattrapés par la réalité des événements du monde. Et puis, et on finira peut-être avec ça à la fin de l'heure, puis d'autres choses, il y a le piège dans lequel vous enfermez vos lecteurs, qui s'appelle la fiction, avec une arme qui serait la forme littéraire. Karim, j'ai envie de commencer par vous, parce que peut-être que sur cette histoire de piège familial, c'est votre livre qui m'a le plus inspiré ça. Je disais que Faisal retournait en Palestine. Il est exilé depuis des années, le dernier d'une famille. Il a tout vendu sauf ce palais. Et il reçoit un faire-part de décès d'une vague tante. Et là, en fait, il a rendez-vous avec les fantômes. Merci. Oui, merci. En fait, le palais des deux collines est construit à proprement parler comme un piège pour le coup, parce que ce faire-part de décès qui le ramène en Palestine, il l'apprend très vite au début du roman, est un faux, puisqu'il n'a plus de famille en Palestine. Et donc c'est un piège tendu par quelqu'un, par un fantôme, en fait, pour le ramener en Palestine, pour le confronter à son histoire familiale, à son histoire nationale et à son rapport, notamment avec la résistance palestinienne. Et à la faveur de ce... En fait, il rentre en Palestine et puis il s'enferme dans une espèce de huis clos, tout seul, dans ce palais, dans un village abandonné du nord de la Cisjordanie. Et à la faveur de cet enfermement, en fait, il est effectivement confronté à son histoire personnelle, familiale. Donc, il se souvient notamment de son enfance dans ce village de Jabalen. Et évidemment, en Palestine,
mais comme ailleurs, son histoire personnelle n'est qu'une itération d'une histoire, pour le coup, nationale, en fait. Et il le dit à plusieurs moments. Donc, Faisal est le narrateur de cette histoire, qui est donc... enfin, en tout cas, au début, c'est lui qui est la voix, et puis au fur et à mesure, il est parasité par d'autres voix. Mais donc, au début, quand c'est encore lui qui parle, il le dit que sa famille lui a donné, je ne sais plus comment, mais la Palestine comme une malédiction en consigne. Oui, puis qu'il est un peu dépositaire de tous les traumas des uns des Voilà, autres. qu'il refuse fondamentalement. En fait, du coup, la position de départ de ce personnage, c'est je les emmerde tous et j'emmerde ce pays et c'est tous des nuls et je veux pas et je vais être la vasectomie d'une dynastie et allez tous vous faire foutre. Et vraiment, c'est ça sa position première. Et du coup, après, ça change. Mais oui. Il refuse le piège, mais bon, le piège, on ne peut pas le refuser. On s'enferme, on se fait toujours enfermer. Ouais. Oana, il y a deux personnages dans votre livre, dans Mars Violet. Il y a une narratrice qui dit « je ». Oui. Et il y a Lucia. Et c'est peut-être Lucia qui est plus sur une histoire. Lucia, elle est la voix de l'enfance, un peu. Elle raconte l'enfance, elle raconte la famille, elle raconte les parents. Alors que le jeu, c'est peut-être la voie de la construction vers l'âge adulte, c'est aussi la voie de l'exil. En fait, je pense que le plus simple, ça serait que j'explique le pourquoi du comment. Mais vas-y, allez-y, pardon. Non, je t'en prie. Si vous êtes d'accord, on se tutoie. Ça ne vous choque pas? Voilà. Bon. C'est très roumain, je reconnais, mais eh bien, si vous êtes d'accord, merci. C'est pour faire plaisir à Wan. Donc en fait, au début, je me suis dit que j'avais pas envie d'écrire à la première personne, un bouquin complet et entier à la première personne, parce que je trouvais ça très chiant et très prétentieux de mon point de vue. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver en fait, ça va m'étouffer, je vais finir par en avoir marre de dire bon bref. Et du coup, comme c'est mon premier bouquin, donc je n'ai pas travaillé d'une façon très organisée, donc je n'ai pas construit mon livre, je n'ai pas voulu faire comme ça ou autrement. C'est passé, donc c'est venu comme ça. Et cette histoire de... En fait, l'interprétation est... Donc, c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut de ces deux personnages, donc le jeu et Lucia. Pour moi, c'est la même personne, mais même si c'est pas la même personne, ça fonctionne. Donc, il n'y a aucun souci. Il y a ce petit trick temporel. Donc, effectivement, Lucia, c'est avant 89 et le jeu, c'est après. Et ça se balade entre les pays et entre les villes. Mais c'était surtout parce que je n'avais pas envie d'écrire à la première personne. Et que la distance de la troisième personne me permettait d'être plus moi-même que parler avec un jeu, que je trouve chiant. Voilà. Mais je me trompe quand je dis que c'est plus Lucia qui est en lien avec l'histoire familiale que jeu, quoique non, jeu, elle parle aussi... En fait, comme ça parle de l'enfance, comme c'est là, il y a les plus d'anecdotes et de réalités et d'amour familial. Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. Et que surtout après, la famille n'existe plus. Donc voilà. Donc, effectivement, tu as raison. Alain, histoire d'une famille et d'une famille qui n'existe plus avant que le monde se ferme. On est en plein dedans. C'est effectivement l'histoire d'une famille circassienne. Anton naît dans un cirque, dans une famille tzigane, une compagnia, comme ça s'appelle. Et au final, lui aussi, il va être un peu le dernier et dépositaire d'une mémoire, de la mémoire d'un peuple, mais aussi d'une mémoire familiale. Fonctionne ? Oui, ça fonctionne très bien. Mais... Oui, il va être le dépositaire d'une mémoire familiale au sens où il devient littéralement un monument aux morts, puisqu'il va mémoriser le nom des morts, d'abord ceux de sa famille, mais après au sens d'une famille élargie, c'est-à-dire ceux qui sont morts au ghetto de Lodz, ceux qui sont morts à Auschwitz, ceux qui sont morts dans le camp de Mauthausen. Et cette mémoire familiale est extrêmement pesante, presque aussi pesante qu'une pierre tombale. Et
pour s'en libérer, en quelque sorte, il va se libérer de ces noms en les prononçant au bord du Gange. Et ces noms vont filer au fil du Gange le jour où Gandhi, lui aussi, et ses cendres sont dispersées un petit peu plus loin dans le Gange. Voilà. Cette famille, est-ce que quand on est au sein d'une compagnia tzigane et dans un cirque, est-ce qu'il y a une espèce de prédestination à ce qu'on va devenir voilà, dresseur de chevaux avec un nom caché, tout ce genre de mythologie autour, un peu de contes et légendes tziganes? Oui, on est dans le mythe, mais pas entièrement, parce que ça recoupe vraiment une réalité. Chez les Tziganes, il y a une grande importance qui est donnée à la parole, et notamment la parole oraculaire. Et Anton est enfermé en fait par une double parole oraculaire, celle de son grand-père, qui a prédit l'arrivée de bourreaux, et celle de son père, qui avant même le jour de sa naissance, en fait le jour où il apprend qu'il va être père, il annonce que son fils sera un grand dresseur de chevaux, mais il annonce aussi qu'il sera seul et que toute sa famille aura disparu. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé du ghetto de Lodz, des camps d'Auschwitz. Oui, il naît dans l'entre-deux-guerres, donc qui dit entre-deux-guerres dit rattrapé par la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale, pour les Tziganes, ça n'a pas été... Voilà, donc il se retrouve à Lodz, il y a un camp, il y a un ghetto tzigane et il y a un ghetto juif, séparés vaguement par un mur, avec un médecin qui fait la navette entre les deux. Et il va il est encore enfant, il va se retrouver dans ces deux ghettos, parce qu'il va passer de l'un à l'autre par subterfuge, par survie aussi. Il a un fort appétit de survie. Enfin, il y a quelque chose qui fait peut-être la... Oui, c'est un personnage qui est animé par une force de vie incroyable, et surtout, il a eu un mentor, un violoniste, qu'on peut considérer comme un marimé, tout comme mon personnage. Or, les marimés chez les Tziganes, ce sont des êtres impurs, c'est-à-dire des Tziganes qui, d'une façon ou d'une autre, ont un petit peu trop côtoyé les gadgets, c'est-à-dire les gens que nous sommes. Jag et Anton savent lire, donc c'est déjà une exception dans le monde tzigane. Mais Jag a appris à Anton à bien s'entourer, en fait. Il lui a appris à lire derrière les masques, à reconnaître les hommes, ce qui fait que partout où Anton va aller, que ce soit dans le ghetto de Lodz ou à Auschwitz, il sait s'entourer des bonnes personnes, de ceux qui sont finalement le plus humains. Et grâce à ça, il survit. Mais il y a une force, effectivement, de vie qui est inhérente à ce personnage, qui relève même parfois d'une certaine forme de magie. Il y a un très beau passage, justement, sur les livres et l'histoire. Je voudrais bien que tu nous le lises. Oui. Anton eut le temps de s'imprégner de la beauté. Il la recueillait en lui au fil des chemins. Il s'en nourrissait. Il espérait sans cesse, et sans cesse, elle venait. Pourtant, il savait qu'un jour, elle lui serait retirée. Johan l'avait dit, son père le disait, Jag et les livres aussi, c'était dit, c'était écrit. L'histoire des hommes était ainsi faite qu'on ne pouvait faire un pas sans s'embourber dans un charnier. Il y aurait bientôt la guerre. Anton l'avait lu dans les journaux, mais c'était surtout inscrit dans le cheminement même de l'humanité. Il suffisait d'ouvrir un roman, à plus forte raison un livre d'histoire pour s'en rendre compte. Ce n'était que récits de combats, autodafés et massacres que l'on nommait épopées. Des centaines de héros s'étaient approprié le monde, obligeant les chroniqueurs à narrer holocauste des fratricides, comme s'il n'y avait rien d'autre à consigner. « C'est de ma faute, disait Jag. Jamais je n'aurais dû donner ces livres. Mais cela n'aurait rien changé à la réalité du monde. Rien. » Merci, Alain. Karim, tu l'as dit, l'histoire de la famille, elle est très liée à l'histoire de Palestine. La grande histoire. Et là, la grande histoire finit par le rattraper, puisque tu imagines qu'en parallèle de ce séjour dans le palais, il y a une immense vague d'invasion
des colons israéliens, au point même où les Palestiniens sont censés se faire recenser, enfin, voilà, et que lui, il ne le fait pas. Il finit par se demander s'il ne va pas être le dernier là, et puis le dernier pas censé être là, puisque pas listé, quoi. Oui, d'ailleurs, il ne le fait pas de façon assez notable, donc le personnage ne sait pas trop pourquoi il fait toutes les choses qu'il fait. Il ne le fait pas essentiellement par flemme, ou par une espèce En fait, il est vraiment dans le retrait du monde, parce que c'est un personnage... En fait, dans ce roman, quelque chose que j'avais envie d'explorer aussi, c'était qu'est-ce que ça fait que de raconter même si ça se passe un peu dans une espèce de futur imaginaire de quelques années, mais de raconter une voix palestinienne contemporaine en français. Est-ce que ça gêne? Est-ce que les Français, par exemple, peuvent recevoir ce genre de voix? Ça m'intéressait vraiment, pas seulement mon lectorat, on revient à cette question, mais même pour moi de l'écrire et de voir ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut évoquer. Et donc effectivement, dans ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, assez important, avant le confinement, avant plusieurs choses, ce qui se passe narrativement hors du palais, effectivement, c'est une espèce de conquête sauvage de ce qui reste de la Cisjordanie, qui est présentée comme la conclusion logique de la colonisation israélienne. Il y a cet aspect qui est assez important. Et lui, Faisal, face à ça, n'a rien à proposer, en fait. Il est vraiment dans une espèce même pas de désespoir, mais espèce de nihilisme assez violent, parfois. Tandis que les fantômes de sa famille qui peuplent ce palais portent des voix un peu différentes. Et en fait, l'essentiel du roman, c'est une espèce de face-à-face entre Faisal et sa grand-mère, enfin sa grand-mère morte, qui, elle, au contraire, glorifie la résistance, mais avec ses paradoxes aussi, enfin, avec toutes les contradictions que ça implique. Je crois que vous avez été élevé en Palestine, mais à l'école française. Qu'est-ce qu'on enseigne de l'histoire de la Palestine à des jeunes Palestiniens quand on est à l'école française là-bas? Oh non, mais là, tu me forces à faire mon relou. L'école française à Jérusalem c'est une excellente école où j'étais très content d'être, qui m'a appris le français, c'est super, tout ça, ça m'a permis d'aller en France. C'est également une institution extrêmement coloniale. Il faut savoir que l'école française de Jérusalem est l'un des endroits les plus chelous du monde, parce que les élèves sont essentiellement palestiniens, quasiment tous, et les profs sont tous des juifs français qui ont fait leur aliyah en Israël. Donc en gros, c'est des colons, et c'est nous. Et il y avait ces deux impositions. La première, on ne parle pas arabe dans la cour de récré, ça c'était pas mal. Mais bon, ça à la limite, c'était pour qu'on apprenne le français. Enfin, c'est vraiment, genre, on aurait cru, je sais pas, l'Algérie dans les années 40. Enfin bref. Donc on ne parle pas arabe dans la cour de récré, et surtout cette injonction très bizarre. On ne parle pas de politique. Sauf qu'on ne parle pas de politique, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, en fait, les élèves ne peuvent pas parler de politique, mais bon, les profs... Oui, non, va savoir c'est quoi la différence de la politique. Enfin, bref. Après, enfin, je veux dire, on ne nous enseigne rien, c'est ailleurs qu'on apprend ça. Enfin, je veux dire, j'allais au lycée, à l'école, enfin, toute ma vie, clandestinement, en traversant des checkpoints, des terrains vagues, en slalomant entre des tanks, tout ça. Donc c'est là qu'on a appris la politique. La politique mais hors du l'histoire, lycée. l'histoire, on en parlait à la maison parce que puisqu'il n'y a pas, enfin j'imagine qu'en fait au lycée français c'est les programmes des lycées, Oui, les mêmes programmes qu'en France, donc effectivement il n'y a pas une loupe sur l'histoire de la Palestine. Non. Oui, on en parlait à la maison. Après, enfin, je veux dire, on vit l'histoire. Enfin, encore une fois, je pense pas que ce soit singulièrement palestinien, mais on est traversé complètement par l'histoire. À savoir que, enfin, on est aussi traversé par l'histoire dans le sens où on est des générations de personnes qui avons tous vécu au moins 2 guerres. Moi, 2 guerres, mes parents, des guerres toutes les décennies depuis qu'ils sont nés. Donc en fait,
Ce qui fait émerger une forme de silence aussi. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Moi, je me suis rendu compte à quel point les générations un peu plus âgées que moi parlent assez facilement de 1948, donc la Nakba, le nettoyage ethnique, parle peu de 1967. Donc ce qu'on appelle nous la Naksa, quand Israël, après la guerre des 6 jours, annexe Jérusalem et prend le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. C'est un sujet qui, c'est pas tabou, mais c'est juste, c'est passé un peu inaperçu. Donc ouais. Alors, dans votre livre, finalement, l'histoire avec un grand H, elle est là sans être là. C'est-à-dire que on voit cette avancée des colons, il y a des choses que raconte la grand-mère sur l'histoire de la famille et tout. Mais vous ne vous faites pas didactique. C'est-à-dire que pour nous, lecteurs francophones, on va dire francophones, ayant étudié dans des lycées français, moi j'ai le sentiment que vous ne nous prenez pas par la main. Il y a même un côté, peut-être coup de pied aux fesses, genre, si toi, lecteur, tu as envie de comprendre ce que je suis en train de te mettre dans les pattes, bah, tu vas bosser puis tu vas le faire tout seul. D'abord parce que c'est de la littérature, pas au sens où c'est, je dis pas ça genre c'est de la littérature, c'est hors du monde, mais au sens aussi où c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec plusieurs personnes ici, où moi je constate à quel point dans le champ francophone, il y a toujours un truc où on s'attend à ce que les écrivains du Sud, avec des guillemets, du Sud global, en fait fassent du témoignage. En fait, leur mode d'expression privilégiée, ce serait le témoignage ou le reportage ou un truc qui est de la fiction, mais toujours derrière, il y a sa vie propre. Et enfin, ça existe et c'est très important, enfin, c'est pas la question, sauf que moi, c'est pas ce que je fais. Et du coup, je veux dire là, je refuse catégoriquement de le faire dans cet ouvrage. Et du coup, j'ai pas envie non plus d'expliquer tous les trucs. Parce qu'on le fait toute la journée en plus. Alors, 48, il s'est passé ça. Puis, enfin, donc je refuse ça. Et je rentre directement dans un récit qui est ce qu'il est. Enfin, donc je justifie pas en fait ce que disent ces personnages. Bah, tu vas nous lire un petit extrait. Merci. Donc c'est Faisal qui parle. Je vais juste lire 2 lignes avant, si tu me l'autorises. C'est toi qui as choisi. Oui, c'est vrai. Les jours de beau temps, il m'est difficile d'imaginer la pluie. J'ai confondu mon bonheur personnel avec la promesse que le monde se réparait tout seul. Plus la situation là-bas empirait, plus ici je m'enfonçais dans le bonheur. C'est que la catastrophe me soulage. Une fois qu'elle est advenue, on peut respirer. Alors la destruction avançait et moi, à chaque nouvelle attaque, à chaque nouvelle disparition, à chaque mort, je devenais un peu plus libre. Quand le dernier membre de ma famille est mort, j'ai eu envie de chanter. Je ne leur en voulais pas à eux. Je voulais, pendant plusieurs années, sauter dans les bras de chaque Israélien que je rencontrais pour lui dire merci. Continuez comme ça. Merci de bulldozer les maisons. Merci de tuer les enfants. Merci d'annexer chaque territoire, de bombarder chaque hôpital. Vous êtes grands, vous êtes beaux. Bientôt, il n'y aura plus rien et je n'aurai plus aucune culpabilité, pas la moindre responsabilité. Vous me libérez, merci. Ceux que je rencontrais étaient toujours légèrement gênés de ce qui se passait, jamais trop embarrassés, juste assez pour que cela soit poli. Leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, entre guillemets, éloignés, sont certainement aujourd'hui membres des forces armées de Judée-Samarie, et eux, là-bas, s'excusent platement, encore et toujours, à qui veut les entendre. Et le monde est si prédisposé à entendre leurs excuses, à les accepter, à les dédouaner. C'est qu'ils savaient bien demander pardon, et moi, en retour, j'acceptais avec grâce leurs excuses. Je voulais leur dire, mais non, soyez égaux à vous-même, vous êtes féroces, portez-le comme un badge d'honneur, comme votre pays. Assumez, réjouissez-vous. Vous pouvez être sauvage avec la bénédiction du monde entier. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Nous sommes nuls et vous êtes superbes. Vous êtes des barbares, musclés et sadiques. Bravo, bravo. Et c'est votre barbarie qui va me libérer, moi, Faisal, de mon passé. Faites comme chez vous. N'ayez pas honte un seul instant. Votre honte vous rend faible et méprisable. Rentrez chez vous, prenez les armes avec vos frères et allez-y de bon cœur. Moi, je me prosterne minablement et avec plaisir face à l'uniforme et la botte du fasciste. Je suis né pour ça. Alors allez-y, la botte dans la gueule. Vous l'avez là, l'étincelle au fond des yeux, l'envie de me foutre votre botte au visage.
vous jouissez de ma servilité. J'ai parlé d'armes de la littérature dans l'intro. C'est une belle arme, la littérature. Sans doute. On va y revenir. Oana, votre narratrice se retrouve... votre narratrice... alors, autant je ne poserai pas la question à Karim parce qu'il m'étranglerait. Bon, vous, je pense qu'il y a une grosse part autobiographique, puis vous l'avez déjà dit. Tout à fait. Voilà. C'est ma vie. Donc, votre narratrice, vous, se retrouve protagoniste de la grande histoire puisqu'elle vit de l'intérieur ce fameux 23 décembre 1989, qui est la chute de Ceausescu. Tout à fait. Et on la suit avec ses amis à la recherche d'un ami qui a disparu, Dan. Et donc, on parcourt la ville toute une journée, toute une nuit, alors qu'en fait, il est déjà, on le sait tout de suite, il est déjà tout vert à la morgue. Je le dis dès le début, en fait. Ouais. Et donc, avec ces allers-retours de souvenirs d'enfance, histoire qu'on voit aussi la Roumanie communiste d'avant la chute. Oui, la Roumanie que j'ai connue, dans laquelle j'ai grandi, en fait. Alors, j'ai demandé à Karim quelle vision il avait de l'histoire par le lycée, quelle vision de la Palestine. Oui, mais tu me vois arriver. Bah oui, mais en même temps, c'est toi qui m'as donné l'idée. Quand on est à l'école dans les années 1980 en Roumanie, l'enseignement de l'histoire, ça ressemble à quoi ? C'était très drôle parce que, en fait, je pense que j'ai eu du pot pour plein de raisons. Mais au lycée, on avait un prof d'histoire qui était un vrai personnage et qui nous a dit d'emblée, en fait, il nous a rencontrés, on avait 14 balais, on venait d'arriver au lycée. Et on nous a dit, écoutez, c'est très simple, je suis le prof d'histoire, mais vous voyez, ce livre, tout ce qui est dedans est faux. Je suis censé vous apprendre ce qui est dedans. Je n'ai pas trop le choix, donc je vais le faire. Mais sachez que c'est même pas de la fiction, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et que, voilà, j'ai pas peur de le dire, je m'en fous, mais sachez que malheureusement, ce que j'enseigne n'a aucun intérêt. Donc bon, ça n'arrivait pas tous les jours, parce qu'il aurait pu avoir des gros soucis. Je suis très étonné du fait qu'il n'en a pas eu, enfin, à ma connaissance. Ça veut dire qu'il n'a pas disparu le lendemain et qu'on l'a vu toute l'année. Je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas. C'était peut-être une pure provocation. Ça peut être ça aussi, j'en sais rien. C'était bien perché quand même, tout ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup d'absurdes, et de provoques et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Ça veut dire que... Et puis même à la maison, j'ai eu encore une fois du pot parce que mes parents, voilà, ils pensaient, enfin, ils disaient ce qu'ils pensaient. Et puis, comme je pense tout Roumain, ils pensaient que c'était du n'importe quoi et que on savait pas quoi. Enfin, je peux pas parler pour eux. Moi, j'étais gamine, j'étais enfant, donc voilà, mes opinions étaient l'opinion d'enfant, mais en tout cas, moi, j'ai connu personne qui disait que c'était que ce qui se passait, ce qui nous arrivait, ou le monde dans lequel on vivait, ça valait la peine, tout simplement. Et quand tu as écrit ce livre, Mars Violet, est-ce qu'il y a eu justement cette envie de se pencher un peu, non plus sur une histoire écrite par un régime totalitaire, une histoire qui était une fiction, en fait. Oui, mauvaise fiction. Une mauvaise fiction, oui. Et de te pencher sur une histoire de la Roumanie plus elle n'existe pas, en fait. Plus universitaire, réelle. Enfin, elle n'existe pas. Si, je pense qu'elle existe maintenant. Mais non, j'ai pas fait ça, tout simplement parce que je continue à pas y croire. En fait, j'ai beaucoup de mal avec l'histoire racontée d'une façon officielle, si vous voulez. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui me raconte une histoire, je le crois. Parce qu'en fait, ça vient d'une personne que j'ai devant moi et qui me raconte ce qui lui est arrivé. Mais quelque chose d'écrit et de raconter pour une nation, pour des nations, pour le monde, j'ai du mal. C'est dû à l'origine, là ? Oui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne sont pas passés par le communisme et qui pensent la même chose, enfin j'espère,
ou sinon je suis complètement perché, c'est possible aussi. Mais Je me permettrais pas, Oana. non, mais c'est moi qui le dis. Non, mais c'est voilà, sincèrement, j'y crois pas à l'histoire, enfin l'histoire mise en forme. Voilà. Mais non, bon, c'est mon. Bon, elle est en train de me tacler parce qu'elle sait que je suis historienne de formation, ça l'amuse. Je tiens à tout. Ouais. Mais je m'en suis libérée. Alain, quand on l'a vu, bon, il y a à la fois l'histoire des Tziganes, du ghetto de Tziganes, et finalement, il change de ghetto pour aller du côté juif, et se faisant passer pour un juif, il finit à Auschwitz. Donc le livre n'est pas que ça, mais il y a une partie là-dessus. Quand on s'attaque à l'histoire de la Shoah, est-ce qu'il y a des choses qu'on s'interdit? Est-ce que on se dit, est-ce que je vais pas faire le énième livre, parce que les romanciers s'en sont beaucoup emparés, mais justement, comme il y a le versant de Tziganes, c'est sûrement là que vous amenez quelque chose de neuf, parce que ça, pour le coup, je pense que ça a été beaucoup moins traité. Et est-ce qu'on marche un peu sur des œufs, en fait? Et puis la question de la légitimité, finalement. Oui, on marche. Ça va venir, attends tout. Ça fonctionne. Oui, quand même, on marche un peu sur des œufs. Alors, pour éviter l'écueil, en fait, ce roman, je l'ai écrit sur une période de temps tellement énorme. Entre le moment de la documentation et le moment de l'écriture, il s'est écoulé 19 ans. Et donc, parce qu'en fait, la documentation a eu lieu en 2003, parce que j'avais des terminales littéraires, et qu'au programme, il y avait Si c'est un homme de Primo Levi. Et donc, pour préparer mes 27 heures de cours, à peu de choses près, j'ai dû lire 50 ou 60 livres sur la Shoah. C'est d'ailleurs dans ces lectures-là que j'ai puisé, non pas le personnage historique de Chaim Rukowski, qui a été le maître du ghetto de Lodz, et qui est un personnage trouble et extrêmement troublant aussi, aussi bien, je pense, pour les historiens que pour les survivants, que pour ceux qui découvrent son histoire, dont vous pouvez lire un condensé éminemment efficace dans Les naufragés et les rescapés de Primo Levi. C'est là que j'ai trouvé ce personnage-là, et je l'ai inclus dans mon histoire parce que c'est un personnage qui est à la fois une aide pour son peuple et en même temps son bourreau. Voilà, donc ça, c'était un personnage... Et je n'ai pas vraiment marché sur des œufs avec ce personnage-là, parce qu'en fait, si vous cherchez de la documentation sur ce personnage-là, vous allez trouver tout et son contraire, donc presque tout. On peut tout dire sur ce personnage et personne n'a raison et personne n'a tort. Voilà. Après, donc il s'est écoulé énormément de temps, ce qui fait que je pense le texte que j'ai écrit était très très éloigné de ce que j'avais lu. C'était opéré pendant ces années-là une sorte de métamorphose presque d'alchimie. Et pour tout vous dire, avant de publier ce roman, j'ai cherché quand même l'aval d'un spécialiste de la Shoah. Il se trouve que dans mes amis, j'ai un historien de renom qui s'appelle Christian Ingrao et qui s'est fait connaître justement pour son travail sur la Shoah, et qui donc a été éminemment en fait touché par la partie descriptive du ghetto et des camps. Il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a rien de... Enfin, tu n'auras pas d'ennui avec cette partie-là, même tu l'as plutôt bien abordée, en fait, comme si, d'une certaine façon, tu étais un rescapé. Donc ça m'a conforté dans l'idée que c'était pas trop mal, en fait, cette partie-là, pas trop mal traitée. En revanche, sur les Tziganes, il y a très peu de choses, parce qu'il n'y a pas de témoignages, puisque le peuple tzigane est un peuple quasi sans écriture, un peuple de la tradition orale. Donc il y a très peu de témoignages directs, où maintenant il y a quasiment plus de toute façon de survivants, et il n'y a pas eu de transmission. Ce qui fait que beaucoup... Alors je dis Tzigane, parce qu'il a fallu que je m'arrête sur une dénomination, mais elle est discutable. Hein, voilà. Mais il fallait en choisir une. Donc on va continuer de les appeler ainsi. Les Tziganes connaissent très peu cette partie de leur histoire, pour la simple bonne raison que c'est un peuple du présent. Donc le passé n'existe pas, ou n'existe plus, c'est fini.
Et demain n'existe pas, donc on se concentre sur le présent. Et je crois que c'est comme ça que ce peuple a continué à survivre et à passer entre les mailles de tous les raies qu'on lui tendait. Et ça dure depuis des siècles. Hein, voilà, donc c'est pas uniquement... c'est exactement comme le peuple juif. Hein, c'est un peuple qui a été brimé durant des siècles, qui a été réduit en esclavage en Roumanie, entre autres choses, hein, mais voilà. En mélangeant la petite et la grande histoire, tous les trois, il me semble que vous traversez évidemment aussi le territoire de l'enfance. Et que finalement, il y a une part de vos romans qui relève presque du roman d'apprentissage. Alors un apprentissage un peu dur, souvent, mais ouais, quelque chose de l'ordre du roman d'apprentissage, et puis qui permet aussi, il me semble, pour la langue, de se servir de l'imaginaire de l'enfance à certains moments, à certains passages. Oana, j'aimerais bien que vous nous lisiez un petit extrait de l'enfance, et puis on va revenir sur cette question-là avec vous trois après. Oui, excusez-moi. Pardon. Je ne l'ai pas, désolé. Merci. Je lui donne pas le texte. Chère Oana, page Merci. 87. Merci beaucoup. Dans la maison de Lucia, il y a cette grande cuisine ombrée par un figuier dissident, aux fruits violets, sucrés et denses. C'est la pièce de résistance, l'endroit des confessions, des discussions intrépides et soutenues. Un beau printemps, un vieil ami de mes parents, radiologue de son état, arrive pour quelques jours à Bucarest. C'est un homme charmant, timide et discret, dont les initiés du cercle chromatique New Age auraient considéré l'auréole gentiment colorée. Le père de Lucia est très grand, lui tout petit, et ils partagent tous les deux le poids d'un crâne largement dégarni. Un matin, en entrant dans la cuisine, elle les voit tous deux parfaitement immobiles sur leur chaise. Et dans cette ambiance limite tendue, on entend de temps en temps 2, 5, je vais t'avoir, je le sais. Elle essaie en vain de comprendre. On est en plein concours de muscodrome, ils lui disent. C'est tout simple, tu sais, en latin pour mouche, on dit musca. Comme en roumain. Et nos beaux crânes, c'est des vrais aérodromes potentiels. On attend que les mouches se posent et on compte. Un psy et un radiologue engagés dans une course effrénée de dangereux atterrissages de mouches sur leur crâne, rien de plus jouissif. Merci. Alors là, finalement, on se demande qui sont les enfants, d'ailleurs. Il y a un peu une inversion. C'est la pure réalité, en fait. C'est arrivé. Et c'est une petite partie de la réalité, de ma réalité, en fait, de cette époque-là. C'était très chouette. Vous êtes d'accord avec cette notion de roman d'apprentissage ? S'il te plaît, tutoie-moi, parce Oui, que je ne pourrais pas te tutoyer. Tu es d'accord avec cette notion de roman d'apprentissage aussi ? Oui, mais tu peux préciser un peu, s'il te plaît, parce que c'est un peu lourd de sens et je ne sais pas si j'arrive jusqu'à ce niveau-là, si tu veux. Tu vois, en fait, alors, voilà. Merci. Le roman dans lequel on passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte et pendant lequel on se construit, quelque chose de cet ordre-là. Oui, d'accord. Ok. Non, oui, bien sûr, dans ce sens-là, oui. Mais bon, parce que j'associe à d'autres romans qui peuvent avoir le même... peuvent être contenus dans sous le même... Oui, mais j'espère avoir traité avec une joyeuse légèreté tout ça. Et donc, c'est pas quelque chose... Je ne veux pas enseigner quelque chose... tu vois, je peux montrer comment enseigner de passer à l'âge adulte. Ça s'enseigne pas, il y a des gens qui pensent que si, quand même. Non, tu penses pas? Non, il faut dire qu'il y a un humour et une légèreté dans le livre de Oana assez exceptionnel. Mais... Enfin, c'est pas sérieux dans le sens contraignant du terme. Ouais. Voilà. Je sais pas si... Oui. Voilà. Karine, il y a peut-être plus d'attentes et de contraintes du côté de la famille de Fessal. Mais en même temps, ce qui est chouette, c'est que l'enfance, c'est quand même aussi un moment où on prend ses propres libertés. Oui, c'est pas un roman d'apprentissage, c'est sûr, parce que c'est un roman, parce que c'est du temps complètement fragmenté, un rapport à l'enfance complètement fragmenté, assez
qui est sans cohérence en fait chez Faisal. Donc en fait parce que il y a beaucoup d'allers-retours entre une espèce de temps présent et un récit de l'enfance qui sont tous les deux donc à la première personne. Et donc la langue forcément change quand Faisal parle en tant qu'adulte et quand il parle en tant qu'enfant, où c'est une langue aussi beaucoup plus. Mais ça c'était un exercice aussi que j'aimais beaucoup faire, c'est-à-dire que tout d'un coup ça devient beaucoup plus descriptif et beaucoup plus simple. Enfin simple dans le sens où pour retranscrire un peu artificiellement une espèce de découverte du monde, il parle d'une manière assez simple. Enfin, pas simple, juste oui, descriptive. Il dit ce qu'il voit devant lui. Et au fur et à mesure, des images, en fait. Enfin, il dit ce qu'il voit devant lui, et puis au fur et à mesure, en fait, c'est des images un peu du monde autour de lui, de sa famille, etc., qui émergent comme son oncle. Il a une obsession avec son oncle. Mais je ne sais pas pour la famille, parce que l'une des scènes de l'enfance la plus longue, c'est la scène où son oncle Ayoub, donc, dont il est un peu obsédé, le punit. Parce qu'il a fait une bêtise et donc il lui... comment on dit pas la fessée, le truc avec la ceinture. Bref, il lui fait ça. Et c'est vraiment un moment un peu charnière qui condense. En fait, là, il y a un apprentissage, je pense, de la violence et du désir et de toutes ces choses d'un coup. Enfin, en tout cas, tel que lui le relie dans le passé. Mais il n'apprend rien. D'ailleurs, Faisal, l'adulte, est un enfant, en fait, très immature. C'est pas, on n'avance pas, en fait, on recule en permanence. En fait, c'est l'anti-roman d'apprentissage. Ouais. Et en fait, si tu me permets, en fait, c'est pas un roman d'apprentissage tout simplement parce qu'il n'y a que des enfants en fait. Il n'y a pas d'adultes. Dans le sens de je suis devenu adulte. Il n'y a pas d'âge adulte. En fait, il y a des moments où on peut considérer que c'est l'âge adulte, les moments durs, mais en fait, même pas là, non. Tu vois ? Ça, je l'ai ressenti. Il y a un moment où on se dit, qui est très agréable, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini de se construire. Tout à fait, en fait. Donc, être adulte, c'est un peu la fin de quelque chose. Et moi, j'ai pas envie, et puis ni les autres de mon bouquin n'ont pas envie. Voilà, on est dans le présent, en fait, tu vois. Oui, Anton, c'est vrai que l'histoire du présent et tout le cheminement d'après-guerre, parce qu'après-guerre, il va reprendre la route, il va essayer de recomposer une famille, retrouver les quelques survivants, et finalement fait que il continue à se construire, il continue à traverser de nouvelles choses, et en fait, c'est sans fin. Oui, mais il y a quand même un retour à l'enfance, en fait. Dans ce roman, l'enfance, c'est Ithak. Et le personnage va exactement comme Ulysse, qui va entrer dans le monde surnaturel et de l'inhumain à la faveur d'une tempête. Anton, lui aussi, entre dans ce monde de l'inhumain à la faveur d'une tempête le jour où les Allemands lui volent son cheval. Et il va mettre tout le temps de la Seconde Guerre mondiale, ou enfin de la partie où il va être enfermé à Lodz et dans les camps pour en sortir. Alors il y a une dimension initiatique plus que de roman d'apprentissage, même si j'admets qu'il y a aussi une dimension d'apprentissage dans le sens social, puisque Anton va reconstruire un cirque plus grand, plus riche que celui de ses parents, mais ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que il veut rentrer littéralement à Ithak, et son Ithak, c'est une Ithak où on va doucement, on prend le temps, on est pauvre aussi d'une certaine façon, en tout cas délesté de tout un tas de briques et de brocs qui ne servent à rien. Et donc, il ne va pas commettre la même erreur d'Ulysse qui, en arrivant à Ithak, se venge et tue tous les prétendants. C'est un bain de sang innommable, hein, ça, dans l'Odyssée. Mon personnage va trouver un moyen symbolique de se venger, une course de chevaux, et puis une reconstruction, en fait, voilà, d'un cirque avec un aller-retour du grand cirque qu'il a construit au petit cirque dans l'enfance, puisque à la fin, il ne conserve plus que le chapiteau initial.
et on abandonne les camions et on va lentement. Donc de ce point de vue-là, il y a eu en fait une initiation, mais en même temps un retour. Hein, c'est cyclique. On reprend les choses comme si rien presque ne s'était produit. Un enfant né, un vieillard meurt. Le roman commence par la mort d'un vieillard et l'annonce de la naissance d'un enfant. Et le roman se termine sur la mort d'un vieillard et l'annonce de la naissance d'un enfant. Merci. On va aborder vite fait, parce qu'il est 46, mon Dieu, ça passe vite, le piège de la fiction. Alors, pas que le piège de la fiction, on va aborder le thème de la fiction. Et effectivement, Karim, tu as commencé à le dire tout à l'heure, que tu, j'allais dire revendiquais, mais c'est peut-être ça, oui, le droit à la fiction, puisque quand on est palestinien en France, oui, qu'on écrit en français, il y a une espèce d'assignation au témoignage. Et ça, il y a besoin de se réapproprier la fiction en disant, mais voilà, j'ai le droit à la fiction. Oui. Oui, absolument. En fait, j'en parlais récemment avec quelqu'un alors je sais plus dans quel film, peut-être Notre musique. Godard dit une phrase, je ne sais pas s'il cite quelqu'un, mais pour moi, en fait, c'est une des phrases les plus précises et exactes sur ça. En gros, c'est dit mieux que ça, mais en gros, il dit qu'en 1948, le peuple israélien entre vers la terre et va vers la terre promise, la terre de la fiction, et le peuple palestinien sombre dans la mer, dans le documentaire. Encore une fois, c'est pas des formulations essentielles, à savoir que les Palestiniens ne sauraient pas faire de la fiction, que les Israéliens. Ça veut juste dire que, en fait, notre lisibilité est conditionnée à cette reconnaissance. Par exemple, avec ce roman, Le Palais des Deux Collines, je constate, c'est très frappant, que beaucoup de gens veulent absolument savoir où le mettre. Vraiment, ils veulent savoir où ils veulent délimiter ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Ils veulent délimiter ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils veulent délimiter là où il y a la fiction et là où il n'y a pas la fiction. Et alors déjà, je veux dire, à chaque fois, je leur dis, bon, a priori, je ne me suis pas enfermé dans un palais et je n'ai jamais rencontré de fantôme. Déjà, je veux dire, à partir de là, on peut supposer tout que va c'est bien. peut-être pas moi. Oui, non, mais en plus, Dieu sait que je m'enferme, mais pas dans ce genre. Et c'est vraiment assez intéressant. Je comprends pourquoi on a ce réflexe aussi. Hein. C'est pas, je condamne pas, je dis pas, ah là là. Mais c'est juste que, en fait, on ne sait pas identifier et lire certaines productions culturelles de certains pays quand elles ne sont pas dans les cases habituelles dans lesquelles on les reçoit, en fait. Et est-ce que c'est pour ça, pour doublement revendiquer ce droit à la fiction, que tu trimbales ton lecteur? Parce qu'au final, enfin, moi, il me semble qu'en tant que lecteur, on lit ce livre, on croit à cette histoire, on croit à cette fiction, et qu'à la fin, on se dit, mais en fait, dans la fiction elle-même, est-ce que tout ça est bien réel? Ouais. Ce matin, on avait fait une autre rencontre avec Oana, et à un moment, Anna a dit, et je pense que ça vaut le coup de le rappeler, que, enfin, tu sais, on écrit et c'est un travail artisanal, et puis après, les raisons, on peut les trouver quand on y réfléchit, etc. Je ne dirais pas qu'il y a une stratégie pour faire ça, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais te dire juste en 2 mots, c'est que c'est moi que je pense pas seulement en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lecteur. Et en tant que lecteur, ce que j'adore esthétiquement et tout, c'est les livres, les romans un peu de la déroute, qui sont des romans où les personnages ne savent pas ce qu'ils font, s'endorment, se perdent, font n'importe quoi, vraiment. Et du coup, c'est plus ça que je fais. Voilà, j'ai fait vite. C'est parfait. Oana, alors tu l'as dit très clairement au début, mais c'est vrai que toi, moi je trouve que le piège de la fiction qui se refermerait éventuellement sur le lecteur, c'est ce mélange entre le jeu, le lucha ou
Alors là, c'est une lecture certainement très personnelle. Moi, je me suis autorisée au bout d'un moment à me dire, ouais, en fait, Lucia et je, c'est la même, C'est la mais même, ouais. est-ce qu'on se l'autorise tous? Donc ça, il y a un petit jeu avec ça. Il y a le jeu Oui. du fragment. Oui. Il y a le jeu de la temporalité. Il y a le Ouais. jeu des lieux. Et ça... Mais en fait, pour aller très vite et pour essayer d'être très clair, mes très bons amis français, donc qui me connaissent depuis longtemps et tout ça, la première chose qu'ils m'ont dit quand ils ont lu le manuscrit, ils m'ont dit, bah, tu sais, nous on te connaît, donc on comprend parce que toi, tu fonctionnes comme ça, tu es comme ça. Tu fonctionnes par fragments, tu vas dans tous les sens. Voilà. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, mais il va rien comprendre. ça va être l'enfer, quoi. Donc je pense que je suis comme ça. Et puis, il y a encore un petit truc, je vais le dire très vite, ce qui était très intéressant dans la Roumanie des années 80, c'est que nous, en tant que jeunes ados et tout ça, on adorait tout ce qui était science-fiction. Voilà. Et il y a des très bons écrivains de science-fiction soviétiques, et on adorait la science-fiction. Et en fait, c'est comme si on vivait dans une histoire de science-fiction. Et je pense que, enfin, moi, je continue à beaucoup aimer la science-fiction. Et il y a un peu de ça aussi. C'est pour ça que tu te trimbales avec un ours dans le livre. Avec un ours dans le livre, avec un dragon dans la vraie vie. Ah ouais. Ah, Oui, oui. Ah ouais. Mais l'ours, il existe. Il est toujours à Bucarest. Enfin, c'est un vrai ours en pierre qui existe. Je parle aux animaux, et peu importe s'ils sont vivants ou pas, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aime bien parler aux animaux. J'aime beaucoup les animaux, les gens, enfin, tout ce qui respire. Et même les ours en pierre. Exactement. L'ours en pierre, il est magnifique. Alors, il y a une question que je ne t'ai pas posée depuis le début et qui m'intrigue. C'est pourquoi s'être intéressé aux tziganes? Parce que finalement, pourquoi faire une fiction à partir des tziganes? En fait, c'est tout à fait en adéquation avec ce que je disais tout à l'heure. Tout vient de l'enfance. Et donc, j'ai été enfant dans les années 60. J'habitais au bord d'une nationale. Et 2 fois l'an, passaient des convois de tziganes en roulotte avec des chevaux. Et ça me fascinait parce que les enfants couraient à côté, n'allaient pas trop à l'école, ou quand ils y allaient, tout ce qui nous était interdit à nous leur était autorisé. Donc cette liberté-là, je l'enviais. Et puis un petit peu plus tard dans ma vie, j'ai enseigné à des enfants tziganes dans une classe de 6e où on tentait d'intégrer, même si je serais tenté de dire plutôt de désintégrer, des communautés tziganes. C'est-à-dire en fait le but, quand même, plus ou moins avoué, c'est de les acculturer à 100%. Donc ça, j'appelle ça de la désintégration. Voilà. Et puis, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, mais sur l'enfance aussi, et surtout ce dont on parlait tout à l'heure sur le récit initiatique, je crois que pour moi aussi, donc ça a été une façon, écrire ce livre, de retourner dans ma propre enfance, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi, j'en ai encore, mais comme ils sont 3, si vous voulez poser une question à chacun, je pense qu'il faut que je vous laisse un peu de temps. Je vous ai connu plus. Bon, alors. Oui, il fait très chaud. Il y a la question de la langue qu'on n'a pas abordée, enfin de la langue, dans le sens de la langue de l'écrit, trouver sa langue, trouver sa voix, trouver son style. Et puis, la langue, pour vous deux, alors vous avez fait une table ronde là-dessus ce matin, donc on ne va pas la refaire, hein, mais pour vous, Karim, il y a quelques expressions, et je crois que ça a failli être le titre du livre, notamment, il y a cette expression qui c'est « Demain les abricots », c'est ça qui veut dire « jamais ». Je crois que vous auriez aimé que ce soit le titre du livre, et ça, c'est vraiment une expression palestinienne et que vous transcrivez en français. Il y en a quelques-uns comme ça dans le livre, et ça donne vraiment une langue. Oui, absolument. Demain les abricots. Alors c'est... Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Ah oui. Demain en palestinien et dans beaucoup des dialectes arabes, je pense du Levant, on dit Bukra fel meshmesh, ce qui veut dire que ça se passera dans la saison des abricots, qui est notoirement courte, ce qui veut dire que ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme Once in a Blue Moon, ou quand les poules auront des dents, etc. Ad calendagricas en latin, c'est les
des chevaux. Ah bah voilà. Et donc, oui, effectivement, en fait, ça aussi, c'est une difficulté à laquelle j'essaye de faire un tout petit peu attention quand j'écris en français, à savoir comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre, bon, on a dit ça ce matin, mais entre d'écrire certaines réalités langagières typiquement palestiniennes, sans tomber dans l'espèce de truc authentique, je sais pas quoi, là, genre, je vais vous montrer du folklore palestinien. Exotique, tout ça. Donc, ce qui est assez compliqué, puis cette expression, c'est vraiment une expression très commune, hein, elle n'est pas du tout poétique en arabe, c'est ce qu'on dit quand quelqu'un veut pas faire un truc, quoi. Enfin, c'est vraiment... mais du coup, elle devient poétique en français. Ce que je trouve intéressant, cette transposition, en fait, parfois, des expressions. J'ai oublié de dire que tu étais poète aussi. C'est un challenge. C'est pas... Oui. Pardon. Voilà. Merci. Alain, tu as mis quelques mots de Digan. Enfin, je ne sais pas comment on dit. En fait, j'ai reconstitué une langue, hein, parce qu'en réalité, il existe une multitude de dialectes, mais bon, ils ont quand même une racine commune qui est le sanskrit. Donc on arrive quand même à reconstituer quelque chose. Je voulais simplement faire entendre cette langue-là, la faire entendre, en fait, parce qu'on ne l'entend jamais. Vous ne la connaissez pas. Donc, parce que même les Tziganes eux-mêmes sont acculturés, donc parlent la langue du pays qu'ils accueillent et parlent uniquement entre eux. Donc on n'entend jamais cette langue. Donc c'était une façon d'en faire un peu entendre les sonorités et la poésie. Et puis finalement, vous l'avez dit, c'est pas du tout un peuple de l'écrit, parce que le présent, pas de trace du passé. Finalement, là, malgré tout, vous leur donnez un passé sur quelques pages. Un passé. Un passé, enfin, vous enfermez un passé dans quelques pages. Oui. Après, il y avait une volonté, malgré tout, chez moi, pas de témoignage, parce que je ne peux pas témoigner de quelque chose que je n'ai pas connu, mais d'être simplement un porte-voix, voilà, pour le peuple tzigane. Et puis peut-être me faire entendre d'eux aussi, ce qui a été le cas. Et les retours que j'ai reçus étaient plutôt positif, même si bon, j'ai commis quelques erreurs, parce qu'encore une fois, les sources sont quasi inexistantes en fait. Wana, comment on trouve sa langue d'écriture? Il y a et la langue qui est très Wana Lohan, et puis il y a la forme. On l'a dit, cette forme fragmentée, explosée. Ça vous ressemble tellement que c'était évident? En fait, je n'ai pas réfléchi. C'est encore un truc qui me caractérise. Je ne réfléchis pas beaucoup. non, mais c'est vrai. Enfin, je ne dis pas ça pour vous plaire. Voilà. Je pense que c'est vraiment moi. Et que ça s'est fait... En fait, ça s'est fait... Pas complètement tout seul, mais il n'y a pas eu un travail de mise en forme, de mise dans l'espace. Ça s'est passé, en fait, tout simplement. Et puis, je pense que c'est parce que tout simplement, j'avais envie de le faire. Et que, comme je disais, le présent, l'urgence de quelque chose, que voilà, ça se passe. Ou pas, hein, mais bon, j'ai eu du pot, je pense. Je trouve assez formidable qu'en fait, pour finir cette table ronde sur piège d'histoire, sur l'histoire avec un grand H, on finisse en ayant les deux pieds bien ancrés dans le présent. Merci à vous trois. Si vous ne l'avez pas encore fait, rends-moi mon livre. Je vous conseille de lire Le Palais des deux collines de Karim Katan chez Elisane, Mars Violet de Wana Lohan aux très belles éditions Le Chemin de Fer. Cela dit, Elisane, c'est magnifique aussi. Voilà. Non, mais tu n'as pas eu besoin de réagir, je le fais. Voilà, il y a quelques dessins de Wana au début. Et puis, les très belles éditions Autrement, Alain Mascaro, Avant que le monde se ferme. Un très, très grand merci pour ce voyage.